les investisseurs ont la parole quand on parle de financement des startups technologiques en Afrique. De quoi on parle? De quoi il s'agit? Et surtout, quelles sont les réponses à apporter pour faciliter et rendre concret les levées de fonds des startups africaines? Et pour cela, je vais vous demander tout d'abord d'accueillir, sous vos applaudissements, Jérémy Ajdenberg, qui est membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, directeur associé de Investisseurs et Partenaires, qui va modérer cette table ronde. Merci Jérémy. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Eric Young, qui est le fondateur de Green Tech Capital, qui nous vient d'Allemagne. Je vous demande d'accueillir Bosun Tijani, qui vient de Lagos, au Nigeria, qui est le fondateur du CC Hub. Je vais le retirer, celui-là. Je vous demande d'accueillir également Pierre Fauvet, qui est directeur associé de Créadev, fonds d'investissement français, qui a ouvert un bureau à Nairobi. Et enfin, je vous demande d'accueillir Johan Chou. Johan Chou, qui est responsable VC et investissement à la Proparco, qui est le bras financier de l'AFD. On se met 2 et 2 comme ça? Ah, super. Merci beaucoup Samir pour l'accueil. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, monsieur le haut-commissaire, mesdames et messieurs les élus, notamment de la région, chers entrepreneurs, incubateurs, accélérateurs, tous présents ici pour discuter de ce thème. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Mon nom est Jérémy Ajdenberg. Je suis l'un des dirigeants d'Investisseurs et Partenaires. IEP, Investisseurs et Partenaires, a été l'un des pionniers dans le financement des PME en Afrique. Depuis 20 ans, nous avons financé en Afrique subsaharienne une centaine d'entreprises. Nous sommes sortis d'une trentaine d'entre elles. Nous sommes désormais en passe d'en financer une vingtaine par an, pas particulièrement dans le secteur technologique et pas toujours des startups, mais de plus en plus, car nous sommes l'un des 4 partenaires que Bertrand Weckler vient d'évoquer pour la mise en œuvre de Digital Africa. Et allons donc, dans les 2 ans, grâce à Digital Africa, financer une quinzaine d'entreprises technologiques à leur phase d'amorçage. Ceci est réalisé par une équipe franco-africaine d'investisseurs et partenaires présents dans 6 ou 7 pays d'Afrique et par des fonds d'investissement pays par pays que nous avons co-créés, dont Teranga Capital, représenté aujourd'hui par Olivier Furdel, Komwe Capital en Côte d'Ivoire, Miaracap à Madagascar, Synergie Burkina et Synergie au Niger. Toutes ces structures vont être au service de Digital Africa et du financement de l'amorçage. Ceci nous a donné l'occasion d'observer depuis très longtemps les écosystèmes. Et c'est ce regard que j'essaye d'apporter également de par mes fonctions au Conseil présidentiel pour l'Afrique. Alors, merci beaucoup à Samir et à Emerging Valley et à son équipe d'avoir rassemblé aujourd'hui avec nous un panel d'intervenants qui se situent sur différents niveaux de la chaîne du financement des entreprises africaines. Il les a cités, je les nomme de nouveau brièvement. Eric Young à mes côtés, de Green Tech. Bosun, Green Tech, basé en Allemagne et qui intervient dans une douzaine de pays d'Afrique. Bosun Tijani, venu du Nigeria, qui dirige le CC Hub et qui a récemment jeté des ponts vers le Kenya et intervient également au Rwanda. Pierre Fauvet, qui dirige les participations en Afrique de Créadev, et Johan Chou, qui dirige l'activité Venture Capital de Proparco, en direct et via des fonds d'investissement. C'est donc une complémentarité assez forte entre nous tous. Certains intervenant auprès d'entreprises très early stage, d'autres d'entreprises ayant déjà changé d'échelle, et enfin Proparco qui intervient aussi bien auprès des entreprises early stage qu'en financement de fonds qui financent des early stage. Donc ce que nous voudrions, c'est vous donner un bref exposé, puisque la question qui nous est posée, c'est le point de vue des investisseurs. Ce point de vue, il est vaste. J'ai demandé à chacun des panélistes d'en faire un exposé assez bref. J'y reviendrai dans une seconde, mais on voudrait vous laisser le temps de poser des questions ensuite. Le point de vue des investisseurs, vous, mais qu'est-ce que vous voudriez savoir du point de vue des investisseurs? Nous, on est souvent interpellés par les entrepreneurs. D'ailleurs, on est souvent interpellés par les entrepreneurs que nous ne pouvons pas financer. Pourquoi vous ne nous financez pas? À qui sommes-nous censés nous adresser? Je vous demanderai de préparer vos questions, je vous demanderai qu'elles soient très brèves. N'hésitez pas à ce qu'elles soient un peu provocatrices, qu'on débatte. Ce sera bien. Eric, je te propose de prendre la parole en premier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le mode d'intervention de Green Tech
qu'est-ce que tu appelles le venture building, à quoi ça sert, comment ça marche et à qui ça s'adresse. Qu'est-ce qu'il faut être pour une entreprise qui relève du venture building à la green tech, et inversement, qu'est-ce qu'il ne faut pas être? Quels sont les gens qui viennent te voir et qui te font fuir? Et toi, qu'est-ce que tu sais leur apporter? Bonjour à tous. Donc, Green Tech Capital est la première structure d'investissement en Allemagne pour les startups africaines. On est spécialisé dans l'espace en fait, de la vallée de la mort, l'espace qui a été précisé dans la discussion préalable. On a développé un modèle d'investissement qui se focalise sur le venture building, qui est une combinaison d'apports opérationnels dans l'exécution et d'apports financiers pour permettre aux structures qui sont post-accélérateurs, donc qui sortent de l'accélérateur et qui doivent en fait restructurer leur modèle, restructurer leurs opérations pour pouvoir avoir accès à différentes formes de financement. Donc on est spécialisé pour les aider à se restructurer, à se développer. Généralement, on investit dans des structures qui sont post-revenus, donc pour pouvoir avoir une visibilité sur le retour de marché qu'ils ont. On n'a pas de limitation en termes de... On couvre l'Afrique subsaharienne. On a un focus sur tout ce qui est digital, agriculture et ressources. Donc, mais on ne fait pas de project financing parce que le venture building, qui est ce support opérationnel-là, n'est pas adapté à ce genre de structure. À ce jour, on a investi dans 29 sociétés au travers de l'Afrique. Et je pense que ce qu'on éviterait de faire, ou bien qu'on recommanderait, on recommanderait plus généralement à l'entreprise en fait, de revenir si l'entreprise n'est pas prête, c'est qu'on n'investirait pas dans des structures qui sont ce que nous on appelle des structures PowerPoint, qui n'ont pas encore eu de contact avec le marché, parce qu'il n'y a pas forcément d'éléments qui nous permettraient de dessiner un support opérationnel pour eux. Donc, voilà. En résumé, il faut venir vers toi et ton équipe. Si on est en Afrique subsaharienne, si on est post-revenue, ça veut dire si on a déjà vendu, et je vais te demander d'expliquer. Si on n'est pas que sur du PowerPoint, et qu'on a vraiment des structures opérationnelles, et si on est demandeur d'un accompagnement assez poussé. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu plus concrètement ce que ça veut dire post-revenue? Si j'ai 1 ou 2 clients, c'est bon? Et qu'est-ce que c'est ce venture building concrètement? Qu'est-ce qu'il faut que je sois prêt à accepter? Qu'est-ce qu'il faut que je demande? Qu'est-ce que je dois présenter pour être éligible à ce venture building? Alors, premier point, pour être post-revenu, ça veut dire qu'il faut avoir faut déjà avoir des clients, mais il faut avoir une base de données de personnes qui ont reconnu qu'ils sont prêts à payer quelque chose pour votre business, parce qu'en fait, c'est le centre de tout. Donc, c'est la première chose qu'on regarde. Et d'un point de vue opérationnel, notre modèle économique est d'identifier en fait quelle est la structure du business, d'identifier quels sont les différents partenaires, quels sont les besoins de financement, restructurer cela de façon à augmenter en fait les vecteurs de croissance. Pour ça, on recrute des experts qui vont travailler tous les jours avec les startups dans lesquelles on a investi et qui vont les aider à, non pas les conseiller, mais vraiment les aider dans l'opération, à implémenter soit un vecteur de croissance au niveau digital, soit au niveau business, soit de mettre en place, les aider à restructurer leur gouvernance ou leur business, et mettre en place des partenariats avec des structures stratégiques pour leur développement. Et donc toute cette combinaison d'opérations, toute cette combinaison de supports opérationnels va nous permettre de voir comment la startup va évoluer au bout d'1 an. Et c'est ce support spécifique qui est en fait la particularité de Green Tech et qu'on appelle le venture building. Donc on est en fait opérateur, on a aussi cette fibre de cofondateur parce qu'on participe à la création de l'entreprise. Et pour nous, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut devenir et quelles sont les ressources qu'on peut mettre en place qui vont définir si on va aussi investir ou pas.
Merci beaucoup Eric d'avoir expliqué cette approche très volontaire, très hands-on, hein, qui va bien au-delà de ce que font la plupart des financeurs et qui peut être une inspiration pour beaucoup d'entre nous, investisseurs, pour s'en inspirer, ou accompagnateurs qui cherchent les bons mécanismes à mettre en place. Je me tourne vers toi, Bosun. Hi, Bosun. Thanks for joining us from Nigeria. Could you please explain how CC Hub contributes to early stage companies' growth in the countries where you operate? What do you expect from them? And what is it that doesn't work when a company is not ready for your stage of support, and what do you bring to them? Thanks, Jeremy. I think before we start, can we see by a show of hands how many startups are in the room? Okay, so that's quite significant. All right, so I'm the co-founder of CC Hub, which is the first technology innovation center in Nigeria. And the core of the work we do is to build a strong ecosystem that can empower entrepreneurs to build technologies that not only make money for the entrepreneurs, but also solve significant problems in the society. And that thesis is based on the fact that we understand that there's so many opportunities in Africa. But at the same time, those opportunities require new ways of doing things that are technically efficient. This is the basis for the work we do. You know, new ways of doing things that are technically efficient. So whether it's the opportunity you find in the financial space or in the banking space, there's opportunity for a lot of businesses to reach more people in Africa, to deliver services in slightly more innovative ways. And we think that technology can help leapfrog that. But the challenge is that the ecosystem to support technology is in itself quite weak. You can say today that it's growing, but it's still very nascent, which means it's quite young. So you find that entrepreneurs don't get all the support they need. So the core of our work is how do we build support structure that can fund, but also incubate startups to quickly prototype, get to market, and demonstrate the value of the solution that you're trying to build. And you find out there's a lot of dirty work in this space, because the bulk of the startup at this stage will fail. That's the honest truth. And what we've seen is that over the last 10 years that we've been doing this, it's not necessarily the quality of the ideas, it's the maturity of the markets in some cases, or maturity of the support that is available to the entrepreneurs in most cases. So as we invest in early stage, we started with $5,000 probably around 8 years ago. For those who may know the Tony Elumelu program that is being done across Africa, that actually started at CC Hub, you know, I think about 7 or so years ago, where we went to Tony and he funded up to 20 early stage startups at CC Hub. We piloted that for about 18 months, and I think Tony was really excited about it, and he decided to scale it across Africa. So that's one success that we're deeply proud of. You know, we don't often talk about it. But we then moved from there to funding up to $25,000, but now we do up to $200,000. And we're in the process of raising our second round of fund as well. That will take us to having close to $60 million under management. So Bosun, sorry to interrupt, with this experience you've gathered, how would you describe a startup that in your view is fit for venture capital and would be eligible to your support or not? I think our support, generally, most startups would be eligible, whether you're a startup that eventually would be able to attract funding from VC or not. You know, but the question is always, that's a much more later stage when you talk to VC. I think when you look at what startups are meant to bring to the table, because in Africa, I think funding startups shouldn't just be about returns to investors. It should first be about building businesses that can enable. And I think a lot of people don't talk about this. You can see startups that will never, ever return serious, significant returns, but they may build platforms that will enable other businesses that you invest in as an investor. So I think it's always important that investors take a portfolio approach. In our portfolio, for instance, we have probably about 4 or 5 companies that are focused on healthcare. But a lot of these companies, when you look at them, you can see the relationship between one and the other. And you can see how one startup will enable the other startup to do more. So I think the thinking is, you know, as we think of startups that may or may not be able to attract funding from VC, which is not our remit
it's very early stage for us. Sure. We fund all startups. So coming back to the incubator itself, Yes. And a last question for now. Do you see the basis of companies eligible to incubation in the countries where you operate growing? What are the key trends? And what are, in your opinion, the key expectations that a company should have from an incubator? When you talk to most entrepreneurs, the entrepreneurs will tell you the top thing on the list is capital. Right, that this is what most entrepreneurs will talk about. But from my experience over the last 10 years, the biggest challenge in Africa today is actually talent. So if you're building a company that is scaling really rapidly, there's a lot of competition for talent in Africa, both technical and non-technical. Because technical talent from Africa is also now quite attractive to companies from all over the world. So there's talent war going on at the moment. So talent is a major thing. The other thing that we think is important in an incubation support is obviously design, which is linked to product. How do you build a product? The way you build a product that will work in Marseille is not the same way you build a product that will work in Lagos or Nairobi. So there's a need for us to think more deeply around design, and incubation support will always focus on design. Then the other element, obviously, is the funding bit. How do you build a business from day one with the right structure in place that will be attractive to investors in future? How do you build in proper corporate governance into your business? That's another thing that we think is important. But lastly, what is becoming more and more important in Africa is actually partnership. Can you build relationships with organizations that can help your businesses scale? Can you ride on the value chain of large corporates to reach more customers? I think our focus in incubation is focused on these 4 things. Okay, thank you very much, Bosun. Je me tourne vers Pierre Fauvet. Pierre, tu diriges les participations d'une entreprise qui explicitement ne s'adresse pas aux startups, mais s'adresse à des entreprises qui ont déjà grandi et sont au passage du changement d'échelle. Qu'est-ce qui va faire, selon toi, qu'une startup se prépare bien à ce passage-là, devient une entreprise plus forte, éligible à un financement de Créadev pour le changement d'échelle? Si tu peux nous rappeler les grands principes d'intervention de Créadev et ton point de vue d'investisseur. Oui, merci Jérémy. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Emerging Valley, à Samir et à ses équipes d'organiser ces belles rencontres. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous parle en une seconde de qui on est pour pouvoir répondre à ta question, mais je pense que Eric et Bosun ont déjà livré pas mal de réponses là-dessus. Créadev, en fait, on est une structure d'investissement soutenue par une famille, la famille Mullier. Alors pour les francophones ici, c'est Decathlon, Auchan, Leroy Merlin, toutes ces marques-là, mais c'est aussi 700 000 collaborateurs qui ont cet ADN d'entrepreneurs chevillé au corps. Et ce qu'on cherche à faire, je m'occupe des activités en Afrique subsaharienne, ce que je cherche à faire, c'est accompagner des entrepreneurs sur le long terme pour les aider, mais pour qu'eux, ils deviennent des champions panafricains. Et je reviens sur ces 3 termes. C'est entrepreneur, à nouveau, je pense que c'est définitivement l'ADN de la famille. D'être des entrepreneurs eux-mêmes et puis de chercher à nouer des partenariats avec des entrepreneurs. Et l'idée, c'est d'en accompagner chaque année un peu plus. Alors, on met des premiers tickets entre 1 million et 10 millions pour pouvoir les accompagner. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont déjà fait un bout de chemin. Mais on veut les accompagner sur le long terme. Donc, c'est pour ça que c'est génial d'être là aujourd'hui, parce qu'on aime beaucoup nouer les relations très tôt dans la vie des entreprises, pas forcément investir tout de suite, mais nouer une relation et puis investir et continuer à investir auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils deviennent des champions panafricains. On n'a pas d'horizon de sortie. Alors c'est peut-être un point spécifique. Ce que je crois profondément, c'est qu'il faut que les investissements, alors je vais dire en Afrique, ça ne veut rien dire, il y a 54 réalités différentes et encore plus, mais il faut que l'investissement soit sur le temps de l'entrepreneur et pas sur le temps de l'investisseur. On a vu trop souvent les 5 plus 2 ans être insuffisants pour véritablement réaliser la vision de l'entrepreneur. Donc nous, on s'aligne vraiment là-dessus. Ensuite, on est pragmatique. Hein. Si l'entrepreneur veut sortir, on sortira avec lui. Mais on essaye de l'accompagner avec du capital, avec des euros et plus. Avec, c'est pas une véritable boîte à outils, mais avec de l'accompagnement pour croître son revenu, pour l'aider sur toutes les problématiques RH dont Bosun a parlé, qui sont des vrais challenges qu'il faut relever ensemble. Pierre, merci beaucoup de nous expliquer votre mode d'intervention.
Si une start-up dans cette salle, pour une start-up dans cette salle, pour convaincre un investisseur à son stade early stage, le rêve de cet investisseur pourrait être que cette entreprise, 5 ou 6 ans plus tard, devienne éligible chez Creadev. Qu'est-ce qu'il faudra pour 5 ou 6 ans plus tard être une entreprise qui puisse intéresser Creadev et donc puisse peut-être dès aujourd'hui intéresser un premier investisseur? Alors je pense que ce sera plus son rêve, ça sera mon rêve. Parce que si elle a atteint ce stade-là, le jeu de séduction est complètement inversé. Et c'est un peu frustrant de dire ça à des startups très early stage, très tôt dans leur maturité aujourd'hui, mais je pense qu'à un certain niveau, il y a plus de dollars disponibles ou d'euros disponibles que de beaux projets. Et du coup, c'est à nous, les investisseurs, de montrer qu'il y a, au-delà de l'euro, une vraie valeur ajoutée à accompagner. Mais pour répondre à ta question, Jérémy, il faut fixer des règles, et des règles sont toujours un peu absurdes, mais c'est post-revenu, et nous, on met le post-revenu à $1 million de chiffre d'affaires, et avec un engin de croissance. Donc c'est une preuve de concept et un engin de croissance. L'engin de croissance, c'est à la fois les talents dont parlait Bossoun, mais aussi une vision et un plan pour aller vers cette vision. Donc c'est de se dire, j'ai développé mon produit, j'ai tant de clients, j'ai mon $1 million et je suis en croissance de chiffre d'affaires et je sais où je vais aller demain en allant vers de nouveaux produits, en allant vers de nouveaux pays. Vous noterez la différence de définition de post-revenu. Exactement. Chez Eric, post-revenu, c'est avoir une base de données de clients et avoir déjà démontré qu'on peut monétiser, qu'on a un service qui se vend et que les gens sont prêts à payer. Et on est au stade de la start-up et du venture building. Chez Creadev, on est au niveau d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et une démonstration déjà nettement plus avancée. Tout à fait. Mais je suis persuadé qu'il faut, à ce stade-là, apporter plus de valeur que nos euros, être véritablement pertinent. C'est pour ça que nous, on est focalisés. On travaille dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation. Et il faut commencer à avoir une sorte d'expertise pour pouvoir être pertinent dans le soutien qu'on va apporter aux entrepreneurs. Être capable de réfléchir avec eux, d'être un miroir intelligent pour pouvoir les challenger. On ne connaîtra jamais aussi bien le business qu'eux, on ne le fera jamais à leur place, mais on peut être une équipe pour les accompagner à trouver des nouveaux talents, des nouveaux pays, des nouvelles cibles à acquérir si besoin, etc. Merci beaucoup Pierre. Je me tourne vers toi, je me tourne vers Johan Chou. Johan, tu diriges l'activité Venture Capital de Proparco. Le simple fait que Proparco crée une telle division et investisse le champ du Venture Capital montre une volonté forte qui illustre la volonté française exprimée plus tôt par l'AFD d'être aux côtés des entrepreneurs africains. Est-ce que tu peux nous expliquer vos principes d'intervention en direct auprès d'entreprises et via des fonds ? Ce que Proparco attend d'une entreprise pour qu'elle soit investissable, mais aussi ce qu'elle attend d'un fonds d'investissement, ce qui permettra à certains entrepreneurs de comprendre ce que les fonds auxquels ils s'adressent doivent apporter à leurs propres investisseurs, comme le DFI français. Merci Jérémy. Donc effectivement, comme Jérémy le rappelait, Proparco a créé une division pour intervenir auprès des entrepreneurs africains en tout début 2018. On est traditionnellement plus un investisseur private equity. Et donc ça a été pour nous un petit peu un saut dans l'inconnu et un changement de mentalité, le fait de vouloir et d'accepter de prendre beaucoup plus de risques sur nos investissements. Nous, quand on investit en direct, on commence à partir de la série A, donc des sociétés qui ont déjà levé des financements et qui font un petit peu plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'est pour ça qu'on est très content que l'AFD, notre maison mère, ait lancé cette facilité qui va soutenir l'amorçage, parce qu'on peut vraiment se situer en complément des financements que cette facilité va pouvoir apporter. Nous, on investit dans des secteurs qui sont cohérents avec notre mandat d'impact, donc la santé, l'éducation, l'agriculture, l'inclusion financière principalement. Et ce qu'on cherche, comme tout investisseur, c'est une société qui a une bonne traction, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on rentre dans une société, à un moment, on veut sortir aussi, on veut récupérer notre capital pour pouvoir réinvestir ailleurs. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental. Alors, on n'est pas un fonds d'investissement
De la même manière que Créadev, on peut rester à un petit peu plus long terme au capital d'une société, mais à un moment, on n'a pas vocation à la racheter, donc il va falloir qu'on récupère notre mise. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont une vision cohérente, qui sont capables de l'articuler, qui savent très bien où ils vont. Et c'est très important parce qu'une start-up, en général, passe de 10 à peut-être 100 employés en quelques temps. Et donc, s'ils ne sont pas capables de faire adhérer à leur vision et à leur projet toutes les personnes qui vont recruter, il va y avoir un problème. On fait très attention à la réalité des business plans qui nous sont présentés. Ça nous fait tout de suite peur quand on voit des business plans qui partent un petit peu n'importe où, avec des projections un peu délirantes. On se dit tout de suite que l'entrepreneur n'est pas forcément sérieux parce qu'on n'a pas un track record très important. On a investi dans 8 startups depuis qu'on fait ça, mais honnêtement, il n'y en a pas une qui a atteint le business plan qui était présenté au départ. Comme le disait Jérémy, on investit aussi dans des fonds. La raison, c'est que on sait qu'il y a encore besoin de beaucoup de capital en Afrique et qu'il y a encore peu d'investisseurs privés qui investissent dans ces fonds d'investissement. En Europe, aux États-Unis, en général, les fonds d'investissement se montent avec des investisseurs privés, des fondations, des choses comme ça. En Afrique, en général, on observe que les institutions de développement participent pour au moins 50% du tour de table des fonds d'investissement. Donc on voit qu'on a un vrai rôle à jouer là-dedans. Et ce qu'on essaye de faire, c'est petit à petit de complémenter notre couverture géographique, donc de s'adresser à des fonds qui vont plutôt cibler l'Afrique du Nord, l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Est, etc. Et de soutenir des fonds qui interviennent à tous les stades d'investissement. Donc de l'amorçage, mais ça honnêtement, on en manque encore beaucoup. Il y a encore peu de fonds spécialisés dans l'amorçage en Afrique, jusqu'à des fonds qui sont capables de mettre des tickets de 10 ou 20 millions. Et on cherche à soutenir des fonds qui vont vraiment pouvoir apporter beaucoup de valeur ajoutée aux entrepreneurs, qui ont une expérience entrepreneuriale, une forte expérience d'investisseur, que nous, on ne pourra pas forcément apporter en direct. Merci beaucoup, Johan. Voilà, ce premier tour de table sur la question qui nous est posée, qui est le point de vue des investisseurs, de plusieurs investisseurs intervenant à différents échelons de la chaîne. Bosun qui insiste beaucoup pour pouvoir intervenir à un stade très early stage sur le réseau, la mise en relation, et qui nous met en garde sur le fait de croire que l'argent soit le seul sujet et que le talent va être l'identification des bonnes personnes et leur rétention et leur formation va être un sujet central. Eric qui propose une approche très hands-on d'expertise, de renforcement des process, de structuration des entreprises dans cette démarche d'incubation. Et Pierre qui nous dit, et c'est très encourageant, qu'une fois qu'on a passé certaines étapes, qu'on est l'une des startups qui a percé, qui a réussi, et vous rappeliez tous qu'un grand nombre échoue, on sait que ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est normal, c'est la prise de risque. En fait, on devient quelque chose de rare, et c'est plutôt et le rapport de force vis-à-vis des investisseurs s'en trouve totalement transformé. Et bon, merci beaucoup, Johan, de nous rappeler les secteurs prioritaires pour Proparco, votre capacité désormais à intervenir en direct dès la série A, ce qui est remarquable et rare, hein, pour des entreprises dont les revenus seraient de l'ordre de 400 000 euros. On va se tourner vers vous. Quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux panélistes ? Merci de faire en sorte qu'elles soient brèves. J'aimerais prendre une première série de 5 ou 6 questions. Mademoiselle, monsieur, alors je ne sais pas si les... Je crois qu'on peut s'entendre sans micro et qu'on facilitera les choses plutôt que de faire circuler le micro. Ah, il y a un monsieur qui a déjà le micro, mais qu'on n'entend pas. Bon. Madame, vous vouliez intervenir ? Allez-y. En fait, j'ai 3 petites remarques. La première s'adresse à Bosom. You mentioned talent in Africa next to capital, but I am a social entrepreneur. I started with a sector which is very rare in Africa, aviation.
You know, we have a lot of modernization. We talk about development of Africa, but the biggest challenge taking people around or within Africa is aviation. So I have a non-profit organization, and so we focus on the rural areas where the youths are being abandoned. And that is where we are missing out, because a lot of talent in these rural areas are not given the opportunity to get into the digitalization of the world. The information is kept far away from them. So we initiated, and this is a project starting 2020, to do community centers. So the community centers that we are trying to do is to try to bring access to digitalization, what is happening in the world with the local material. Because in most of these areas, we don't have electricity in Africa. And if we follow up the social development goals, where number 1 is poverty, based on all the 17, we try to be more realistic. Because talking about... Sorry, thank you. Yeah. Please come to your question. Okay, no, it's a remark. So we want all of you investors to take into consideration that you need to review a little bit your targets, and then you focus more where we have the massive youths, which is the rural areas. Thank you. Thank you very much. Another question or remark, please, gentlemen. Bonjour, moi je m'adresse à Monsieur de Gritet, je suis de la Mauritanie, j'ai une start-up et d'après ce qu'il a dit, je pense qu'il est éligible à ce type d'investissement. La question est comment pourrais-je les rapprocher pour avoir ce type d'investissement? Merci beaucoup. Je crois que son voisin, voilà, monsieur. Bonjour, Samy, GoMobile Maroc. Donc nous, on a une expérience en fait avec une VC, et entre le moment où on a commencé les discussions, on a eu un accord informel, et le moment où le deal allait se faire, il s'est passé beaucoup de temps. Donc le deal n'était plus intéressant pour nous parce que voilà, on a évolué, on a fait de la croissance. Donc quels sont aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accélérer la partie due diligence, pour rapidement arriver à un deal? Merci. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Allez-y. Si vous pouvez. Merci. Je m'appelle Dahaba Diagana. Je viens de la Mauritanie. Je suis entrepreneur et dirigeant d'un incubateur auquel je suis un des fondateurs il y a 5 ans. Alors, nous avons créé cet incubateur parce que nous avons senti le déficit vraiment de ce besoin que les startups avaient à l'époque. Alors, nous avons décidé, en tant que nous-mêmes entrepreneurs, nous avons décidé de créer cet incubateur pour justement subvenir à ce besoin d'accompagnement et de formation pour les startups. Alors, mon interrogation aux investisseurs, c'est que nous savons, tout à l'heure, les ministres avaient souligné le point comme quoi il y a un déficit en matière de formation, en matière d'éducation. Alors, nous sommes tous d'accord que les startups ou bien les entrepreneurs, de manière générale, ont souvent ce déficit en matière de culture entrepreneuriale. Alors, on se rend compte qu'au niveau des fonds d'investissement, on demande beaucoup, on est beaucoup plus exigeant envers ces startups. Alors, est-ce qu'il ne serait pas encore beaucoup meilleur d'être un peu plus tolérant en matière de critères d'éligibilité, en matière de business plan, etc. Parce que souvent, on rencontre des talents qui sont assez prometteurs et qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un business plan. Alors que si on est exigeant envers ces gens, on risque de les empêcher d'avancer. Parce que tout simplement, je pense qu'il est temps qu'au niveau des fonds d'investissement, qu'on ait ce service. Bon, je ne sais pas, le modèle de mise en œuvre peut se faire avec les incubateurs, mais on est aussi confronté à ce déficit d'incubateurs ou bien à ce déficit de services d'incubation. Merci, donc, monsieur. Je pense qu'il faudra revoir Merci beaucoup. Je propose aux intervenants de répondre à cette première série de questions. Alors, dernière question, madame, et ensuite on fera une première série de réponses. Il est question du versant accompagnement, confiance, formation, mais tout de même, qu'en est-il du versant stabilité, démocratie, et comment un investisseur éclairé peut-il parvenir à vivre avec toutes ces contraintes? Merci. Je propose de commencer par la question de l'investissement dans les zones rurales et de la capacité d'accès dans les zones rurales. Est-ce que
Bosun, this direction seemed to be directed to you for some reason, but anyone could comment? I think it's a valid concern that you raised, but like everything else, are we looking for solutions in the wrong places? Because if you have a fund that has been set up to invest in a business for returns, the way they're going to be accessing the deals will be different. I think one thing over the last 10 years that has been de-emphasized in Africa is impact investment. It's been de-emphasized. 10 years ago, when the tech ecosystem started, there was a lot of funding into impact investment. You know, one of the leading organizations in that space is Omidyar Network. They actually did a lot of investment in that space. But I think negatively, there was a point where there was an attack on impact investing globally, and that affected Africa a lot. So you find that the sort of investment that you need in the rural area needs to be very patient capital. There needs to be the sort of capital that is willing to go all the way. And it's always difficult in some of the things you're talking about to justify the path to profitability or even path to you being able to generate revenue. So it's a function of the maturity, which is what I said, of the technology, but also the funding ecosystem, that as we talk about funding for-profit businesses, that we also start to think of the fact that if we can invest in impact businesses where isn't the quality of the overall market, which also eventually would have impact on for-profit businesses. Because if we improve the lives of more people, then the market is bigger, there's more pie to share. But I don't think it's the fault of people on the stage. It's partly maturity, but also we need to ensure that we continue to promote that impact investing space as well. Thank you very much, Bosun. Regarding access to your fund, Eric, for example, for a Mauritania-based entrepreneur, or for someone, ou pour quelqu'un basé dans n'importe quel autre pays, comment s'y prendre pour vous approcher? Ok. J'ai plusieurs points à faire sur les différentes questions. Donc, juste pour compléter ce que Bosun a dit, je pense que tous les modèles économiques ne sont pas éligibles dans les zones rurales. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui ont développé des modèles économiques qui fonctionnent dans les zones rurales. Ces modèles sont souvent liés à l'agriculture parce que c'est le vecteur économique qui existe et qui peut être en fait, supporté par l'innovation pour augmenter en fait, la valeur financière créée dans cet écosystème. Et je pense qu'essayer d'implanter systématiquement toutes les technologies dans les zones rurales, c'est un trop grand pas et je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. Pour pouvoir candidater en fait, au support de GreenTech, ce n'est pas compliqué. On a mis en place un accès sur Internet. Vous allez sur le site Internet www.greentech-capital.com et les startups ont juste à télécharger leur business plan et toutes les startups en fait sont contactées. On a une approche qui est de dire qu'on veut supporter en fait, on veut de toutes les façons que toutes les startups qui nous contactent aient un retour intéressant. Donc dans tous les cas, leurs documents sont tous analysés et si on n'investit pas, on leur donne systématiquement une note pourquoi on n'a pas investi et qu'est-ce qu'on leur recommande de faire pour éventuellement aller de l'avant. Quelqu'un a mentionné au niveau de la due diligence, nous on a un modèle qui est très opérationnel et ce que ça a entraîné, c'est que systématiquement, en étant opérationnel, on structure l'information très tôt. Donc quand on a des sociétés, parce qu'on parlait de post-investissement, généralement les sociétés dans lesquelles on investit, elles ont des revenus qui sont de 50 000 à 100 000 $ par an. Et on collecte énormément de données pendant cette phase opérationnelle qui est une phase de support et d'investissement, mais qui est un investissement différent dans lequel en fait on veut justement, on prévoit d'investir quand on aura atteint certaines limites, un certain point, et pendant cette première période en fait on collecte les informations, ce qui nous permet après, quand on doit investir, d'investir plus vite. Il y avait une question en fait de la personne au niveau de l'incubateur.
je pense qu'en fait, le déficit de culture au niveau entrepreneurial, c'est pas forcément aux investisseurs de changer. Parce que le principe de l'investissement, c'est qu'un investisseur va venir, va donner des fonds à une structure en espérant que cette structure va créer suffisamment de la valeur pour rendre ses fonds. Ça, c'est un principe de base qu'il faut inculquer aux entrepreneurs, parce que s'ils ne comprennent pas ça, parce qu'eux-mêmes, en fait, ils ne le feront pas. Si on demande à des entrepreneurs, est-ce que vous allez investir dans la start-up de votre voisin, il va dire, je ne verrai jamais récupérer mon argent. Donc, ils ont cette compréhension intrinsèque, mais ils doivent aussi comprendre que les entrepreneurs voient ça comme ça. Et je pense, en fait, que c'est le rôle des incubateurs et des accélérateurs de souligner ce point. Voilà. Merci beaucoup. J'ajouterais sur ce dernier point que c'est également le rôle de programme de préparation à l'investissement, Investment Readiness, comme le SIBC, que de faire ce pont en aidant de mieux en mieux les incubateurs à préparer, en étant complémentaires des incubateurs et en préparant le dialogue avec les fonds d'investissement. Je pense que c'est plusieurs parties qui doivent se rejoindre. La formulation de baisser les exigences est peut-être un petit peu négative, mais c'est de savoir accompagner ceux qui ne sont pas encore complètement prêts. Jérémy, oui. Il y avait une question sur les process de due deal que je trouvais intéressante. C'est vrai qu'on reproche souvent aux investisseurs d'être trop longs dans leur prise de décision, de faire trop traîner les choses. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un fonds d'investissement, il a aussi ses investisseurs au-dessus. Et il doit aussi donner un retour à ses investisseurs. S'il veut lever un deuxième fonds derrière, s'il n'a pas prouvé qu'il pouvait générer un rendement, il n'y arrivera pas. Et il doit pouvoir prouver le bien fondé de ses décisions d'investissement à ses investisseurs. C'est pour ça que, bah oui, parfois ils sont un peu trop longs. Nous-mêmes, on s'en fait le reproche, mais je pense que c'est un impératif. Peut-être pour réagir là-dessus. Alors, il faut être sûr de comprendre dans les phases de due diligence. Ce qui est hyper important pour nous, c'est d'utiliser ce temps pour mieux comprendre la start-up, l'entreprise, l'environnement dans lequel elle évolue, pour être plus pertinent dans l'accompagnement. Donc, on se rend compte combien ça peut être frustrant, le temps que ça prend, les questions qu'on pose, qui sont redondantes quand il y a plusieurs personnes qui posent les mêmes questions. Et en plus, globalement, l'entrepreneur, il a autre chose à faire que répondre à ces questions. Il doit construire son business au quotidien et le faire avancer. Et en même temps, dans cette dialectique, c'est extrêmement utile pour la suite de passer le bon niveau de temps à répondre à ces questions pour être sûr qu'on n'investit pas sur un quiproquo. Et que vous avez envie d'avoir cet investisseur à bord avec vous. C'est super important parce que ce n'est pas seulement un accès au financement, c'est un vrai changement dans la manière dont l'entreprise va évoluer. Et c'est important que vous aussi, vous sélectionnez ce partenaire. Et peut-être juste pour réagir aux commentaires en une seconde sur le développement des startups en milieu rural. Quand on pense start-up, on pense tech, etc. Mais c'est vrai que, comme le dit Eric, ça va surtout se faire sur le côté agriculture. Nous, récemment, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Twiga, donc qui est déjà une belle histoire, qui a déjà bien grandi. Et en fait, ils se sont appuyés sur cette offre complètement fragmentée de petits agriculteurs qui passaient par 5-6 revendeurs avant d'arriver leurs produits sur le marché. Donc tout le monde se faisait une toute petite marge, personne ne vivait très bien. Et il y avait énormément de pertes, 40% de pertes de produits en ligne. Et aujourd'hui, la tech, alors il faut pas galvauder le mot tech, mais avoir une place de marché qui permet directement de mettre en contact les petits vendeurs sur les marchés avec ces agriculteurs, c'est une sorte de révolution de la distribution qui touche les zones rurales. Donc ce genre de modèle existe. Merci beaucoup, Pierre. Concernant la question sur la stabilité et la démocratie, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je pense que la question est, c'est bien beau de parler d'accès au capital, mais comment fait-on dans des pays trop instables? Ce que je trouve intéressant en fait dans ces pays très instables, c'est qu'il y a quand même de l'entrepreneuriat. Il y a quand même des entreprises qui existent, qui fonctionnent. Je ne suis pas sûr qu'en fait les institutions puissent systématiquement investir dans ces pays-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un des acteurs de l'investissement réagisse, il faut que cette structure arrive à devenir régionale. Donc ça veut dire en fait que le challenge de démocratie,
ne se limite pas forcément au challenge du seul pays. Il faut que le modèle puisse être étendu à d'autres régions où probablement ça va permettre de diluer le risque, je pense, et permettre aussi d'augmenter le marché. Donc je pense en fait que c'est un risque qui existe, mais c'est un risque qui est, à mon sens, dilué si la structure a une capacité de grandir. Premièrement parce qu'elle a appris à manager ce risque, et deuxièmement parce que normalement elle va grandir dans différents pays, qui va permettre de diluer ce risque-là. Merci, je partage ce point de vue et je voudrais témoigner qu'on rencontre de plus en plus d'entrepreneurs africains qui très tôt dans leur développement pensent multi-pays, en partie pour gérer ce risque politique. Dire aussi que certains business sont plus exposés que d'autres au risque d'instabilité politique et plus généralement à tout ce qui est lié au doing business et au cadre insuffisant de transparence de l'exercice de leur métier, et que je pense que c'est un critère très important de choix de vos business models, d'aller vers des payeurs qui seront le plus possible prévisibles dans leurs termes de paiement et des business models résilients en cas d'instabilité, a fortiori si on est dans des pays où on pressent de l'instabilité. Pour les investisseurs, ça va être un critère extrêmement important. Je propose de prendre une deuxième série de questions, si vous avez d'autres... Monsieur, dame... Peut-être levez-vous, monsieur, posez une première question. Je vous propose de le faire sans micro, parce que... Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Moi, je suis monsieur Touali, de la Côte d'Ivoire. Je gère un bureau de coordination pour des programmes sur l'emploi, financé donc par la Banque mondiale, l'AFD et puis le gouvernement japonais. Je voulais m'adresser donc aux investisseurs, parce que la dernière question sur la démocratie et sur les incubateurs m'interpelle. Parce que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de financement, mais on recherche effectivement ces investisseurs. Et pour moi, j'ai plutôt l'impression que les investisseurs rentrent de façon très timide dans les pays et il n'y a pas de lien avec les autorités. Par exemple, quand on parle de cette stabilité, on travaille avec les collectivités territoriales sur la Côte d'Ivoire qui mettent des fonds. Mais aujourd'hui, en face, on recherche des investisseurs. Et là même avec l'AFD, on entreprend d'organiser un grand forum d'investissement au mois de janvier pour voir quels sont les financements innovants par rapport à l'entrepreneuriat. Donc ma question, c'est vraiment comment les investisseurs rentrent au niveau des pays. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour avoir donc pour gérer ce problème, par exemple, de stabilité et deuxièmement de déficit de développement des compétences, d'avoir une entrée avec les autorités, avec les collectivités, ce qui permettrait donc d'élargir les membres de l'écosystème pour pouvoir assurer un maximum de pérennisation dans ce qu'ils font. Merci. Merci, monsieur. Vous aviez une question, je crois, en haut. Allez-y. Et ensuite, la jeune femme juste devant. Merci de me donner la parole. Je suis très content de voir que l'Afrique est bien représentée au niveau de sa jeunesse. Et je voudrais surtout poser deux questions au représentant de la Guinée, mais je vois qu'il est sorti. Parce que je pense qu'il est... Excusez-moi, je vous propose... Est-ce que vous avez des questions pour les panélistes ici présents? Oui, c'est un rapport avec la question que j'aurais posée au représentant de la Guinée. Merci. Allez-y, allez-y. Oui, parce que je pense qu'il est venu ici pour représenter la jeunesse guinéenne. Je constate et j'entends et je lis que cette jeunesse, depuis l'avènement du président Alpha Condé, cette jeunesse a subi, je veux dire, a perdu plus de 125 personnes lors des manifestations politiques. Et il vient ici en France pour représenter cette jeunesse, donc qui a un traumatisme chronique. J'aimerais bien savoir comment il va installer ces startups en Guinée. Merci. Merci. Je crains que personne ici ne puisse répondre. J'espère que vous aurez la possibilité de lui poser la question lors d'un autre... voilà. Bonjour, Stéphanie Reich, je suis universitaire, donc pas entrepreneur, docteur en droit et spécialisée en ressources minérales et développement durable. Vous parlez de projets d'éducation. Dans les termes d'inclusif, il y a agriculture, éducation, santé. J'ai du mal à voir par rapport à des projets en Afrique d'éducation en quoi il y a une rentabilité financière. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez déjà des projets d'éducation que vous avez financés, quels sont les critères
Et parce que je pense qu'au contraire, la plupart des projets d'éducation, s'ils ont rentabilité financière, ils ne sont pas inclusifs, parce qu'ils excluent toute une partie de la population qui ne peut pas financer. Et à l'inverse, pour qu'ils soient inclusifs, il n'y a pas de rentabilité financière. Donc je voulais savoir si vous avez certains projets, et si non, quels seraient les critères pour qu'ils soient acceptés par des fonds d'investissement. Merci. Merci beaucoup. Peut-être de ce côté, pour changer un petit peu. Sur l'aile droite. Bonjour, Jagana Almami de la Mauritanie. Je suis cofondateur d'une start-up qui développe des solutions sur l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Ma question est posée au monsieur de Proparco. En fait, vous intervenez dans 4 secteurs. J'aimerais savoir dans le futur, quand exactement vous allez commencer à utiliser ce fonds d'amorçage pour tout ce qui est start-up en Mauritanie et dans les domaines des nouvelles technologies. Merci. Bonjour. Vous parliez de coopération régionale tout à l'heure, notamment en Afrique, et je voulais savoir quelle place, en tant qu'investisseur, vous donniez aux mécanismes de coopération régionale qui existent en Europe, notamment avec la Commission européenne, qui soutiennent de nombreux projets avec des programmes Erasmus+, Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation. Je voulais savoir quelle place vous donniez à ces mécanismes-là qui ciblent directement la coopération régionale. Excusez-moi, vous pouvez préciser ce que font ces programmes et ces mécanismes pour Bien sûr. Alors, ce sont des mécanismes de financement de la Commission européenne qui sont mis en place pour des durées de 7 ans, qui viennent de soutenir des projets divers par divers programmes, notamment Erasmus+, pour l'éducation et la jeunesse, mais aussi Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation, Interreg pour la coopération régionale, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs, dans les Balkans, etc. Et donc, je voulais savoir si vous donniez une place à ce genre de mécanismes de financement qui viennent directement des fonds européens. Merci beaucoup. Je me tourne vers les panélistes pour qu'on réponde à cette nouvelle série de questions. Sur le lien... Devant l'insistance, allez-y. Thank you. I'm Leila Al-Qasim, and I'm here on behalf of 17 Asset Management, which is the first global asset manager that's designed to advance the SDGs. I just wanted to refer back to that lady and talk about the importance of both impact and business. It can be done. My question to you is, what de-risking mechanisms are you working on or are you considering in your investments? Thank you. Bien. Je propose de reprendre les questions dans l'ordre, car je ne vois pas de meilleure manière immédiate de les organiser. Sur les liens avec les autorités publiques dans les pays où les investisseurs s'engagent, est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question? Vas-y. Je pense en fait que c'est possible, mais c'est pas facile parce que d'un point de vue investisseur, l'État a un rôle qui est bien spécifique, et d'un point de vue opérationnel, en fait, je pense que l'État... D'accord. D'un point de vue... de mon point de vue, je ne peux pas juste prendre l'opinion de mes collègues, mais de mon point de vue, en fait, l'État a une capacité d'influence opérationnelle au niveau de l'entrepreneuriat qui, à mon sens, n'est pas utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, pour une start-up, il y a un besoin de financement, il y a un besoin de support opérationnel, mais ces deux éléments, en fait, sont dirigés vers l'accès au marché. Le gouvernement a quand même une influence assez importante pour donner l'accès au marché, et je pense en fait que ça, c'est des choses qui peuvent être apportées. On a mis en place en fait une solution de co-investissement au Sénégal avec l'ADER, parce qu'ils avaient mis en place une structure où ils décidaient de faire aussi des investissements et qui voulaient avoir en fait un autre support d'accompagnement opérationnel pour quelque part dérisquer leurs investissements. La condition que nous on a posée, parce que nous quand on investit en fait, on investit pratiquement 100 000 € par structure par an, par start-up par an. Donc la condition qu'on a posée, c'est que sur les start-up où on allait investir, la structure du Sénégal représentant le gouvernement allait apporter
un support pour l'accès au marché de ces entreprises. Donc je pense que s'il y a une bonne définition en fait, du rôle du gouvernement, je pense en fait, qu'il peut y avoir synergie. Et sans ça, je pense que c'est plus compliqué. J'ajouterais que dans plusieurs pays africains, à ma connaissance, des associations professionnelles des investisseurs en capital se sont formées pour engager communément un dialogue avec les pouvoirs publics. Sur la question des projets spécifiquement dans le secteur de l'éducation, Bosun, yes. Can I add to that one? Yes, okay, sure. I just wanted to make sure we keep time for all, but of course. Okay. I think governments needs to be very clear on how investment, especially within the technology space, works. They're part of the journey of an entrepreneur within technology space, which is very risky and needs a lot of patient capital. And you will find that investors don't do well in putting investors' money into that part. And what you find with countries that have been successful with technology entrepreneurship is strong participation by government in making a strong proposition to investors that we're going to boil the ocean, we're going to do the early stage investment, we're going to put in policies in place that you will find attractive so that you can bring your money into our country. So when you look at countries like Singapore, or you see what the US is doing today, which is also quite strong in the way they invest and they're very purposeful about it, automatically what you find is investors gravitate towards your country and they want to engage you as government. But it's not the other way around where investors, especially for most African countries, we don't have a strong proposition yet. So if you expect investors to be the ones to come to you and talk about these things, it takes a lot longer. But when you show that intention, investors will come to you and you guys can strike better and strong deals as well. Merci beaucoup. Dans le secteur de l'éducation, est-ce qu'il est possible de voir des modèles qui soient à la fois inclusifs et rentables? Je commence là-dessus et on peut se compléter. Je pense que c'est une excellente question qui génère beaucoup d'émotions à chaque fois qu'on en parle. Là-dessus, j'évite de prendre une perspective française sur notre modèle éducatif et sa puissance, mais de regarder dans chacun des environnements, des écosystèmes dans lesquels on intervient, quelle est la situation en place. Et la vérité que nous, on rencontre souvent, qui est sûrement parcellaire, c'est qu'il y a un système public qui existe, qui a ses défauts, qui de temps en temps a des performances qui sont en amélioration, mais qui sont pas encore au rendez-vous, et des systèmes privés qui arrivent avec une qualité des standards internationaux, mais qui sont très très chers. Et là, tout le monde utilise le mot missing middle, là c'est vraiment immense. Et mon rêve, c'est de trouver un modèle qui soit financièrement viable et accessible au plus grand nombre. C'est vraiment dans notre ADN. Financièrement viable, parce que le but, c'est pas de financer une ou deux écoles, c'est véritablement d'avoir un modèle qui est capable de s'étendre en réseau dans toute une zone. Et pour ça, il faut trouver le modèle économique qui convient. Et puis, il y a plusieurs barrières à lever. L'accès aux professeurs qui sont capables de pousser le modèle. Il y a quelques modèles qui existent, qui sont des entrepreneurs qui sont en train de lancer là-dessus. Donc oui, je suis persuadé que ça existe, mais la réponse, on l'aura dans quelques années quand ils ont vraiment né. Le danger d'arriver... il ne faut pas remplacer le rôle des États non plus. On a vu quelques tentatives qui ont été plus compliquées avec ça. Donc il faut vraiment trouver un rôle complémentaire des acteurs dans l'éducation privée avec les initiatives que mènent les États. Johan, tu veux réagir là-dessus? Oui, juste pour dire que les sociétés dans lesquelles nous, on a investi, et d'ailleurs avec IEP, ou dans lesquels des fonds dans lesquels on investit ont à leur tour investi, ne sont pas forcément encore rentables, loin de là. Donc le modèle reste quand même à démontrer sur la rentabilité. Et après, il y a tout un débat sur l'inclusivité. Est-ce que inclusif veut dire pour tous, ou est-ce que inclusif veut dire favoriser l'accès à des personnes qui n'avaient pas accès auparavant, donc notamment en pouvant baisser les coûts. Absolument. Ou en pouvant mettre en place des systèmes de bourse pour certains. Je peux vous dire aussi que chez Investisseurs, on est en train de vous répondre,
que chez... Ouais. Oui. Il y a des degrés dans l'inclusivité et il y a des degrés dans la rentabilité. Donc le débat est vaste. Chez investisseurs et partenaires, on constate qu'en une quinzaine d'années et sur une centaine d'investissements, nous n'en avons fait que 4 ou 5 dans le domaine de l'éducation. Et encore, nous pensons qu'il y a là un défi particulier qui suppose des approches particulières et c'est pourquoi nous avons l'ambition de créer un fonds d'investissement spécialisé dans le domaine des PME africaines du secteur de l'éducation, qui sera doté d'un fonds d'accès facilitant l'accès. C'est une démarche en cours et donc j'espère que d'ici quelques années, il existera un fonds qui répondra à cette attente et nous verrons à quel point nous réussirons à le rendre inclusif et rentable. Mais c'est l'ambition. Concernant le de-risking, il nous est posé une question extrêmement vaste parce que le de-risking, ça comporte beaucoup de zones. Est-ce que l'un de vous voudrait essayer d'expliquer en quelques phrases comment un investisseur dérisque, est-ce que c'est d'ailleurs le mot que vous employez, vous en employez peut-être d'autres, les sociétés dans lesquelles il va investir? Alors, je vais répondre vite fait, et ça permettra de répondre à la question sur les mécanismes de financement de la Commission européenne. La Commission propose à des investisseurs institutionnels tels que Proparco justement des mécanismes de de-risking ou de blending ou concessional finance. Donc on peut, et on commence à le faire beaucoup, s'adresser à la Commission européenne pour d'une part, nous dérisquer, nous, quand on investit, et d'autre part, quand on investit dans des fonds, permettre l'arrivée d'autres investisseurs, parce que nous, on va prendre la tranche de fonds qui sera... la tranche d'investissement qui sera la plus risquée. Donc on s'en sert, les autres institutions de développement aussi. Et j'en profite pour répondre à une toute petite question sur l'intelligence artificielle qu'on m'a posée. Alors nous, on ne cible pas ce secteur-là parce qu'on est une équipe de 7 personnes et on préfère se concentrer sur un petit nombre de secteurs. Mais je pense que nos fonds partenaires le font, et les fonds de la facilité qui a été présentée ce matin par notre directeur général pourront prendre ce type de risque. Donc pour répondre à la question de de-risking, en fait, je pense en fait que Johan il a souligné en fait les options de de-risking financier, parce que la majorité des structures qui existent aujourd'hui ont utilisé des options de de-risking financier pour permettre en fait au fonds d'aller un peu plus loin. L'autre option qui est généralement utilisée, c'est bien sûr le technical assistance, le support qui est fait après l'investissement. De notre point de vue à GreenTech, en fait, on a eu une lecture un peu différente parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, quand on fait un investissement et qu'après il y a une action post-investissement du de-risking, le filtre de l'investissement il est tellement complexe qu'en fait l'influence en fait du technical assistance post-investissement elle est très limitée. Donc en fait dans notre modèle, la partie venture building en fait c'est ça qu'on utilise pour le de-risking. Donc dans la partie préalable, en fait, on va rentrer dans le modèle au niveau des opérations et on va corriger tous les aspects avant d'arriver en fait à cette phase d'investissement. Donc, grosso modo, en fait, si on regarde l'entièreté en fait du modèle de GreenTech, on a ressorti la technical assistance qui était post-investissement, on l'a mis avant. On a renforcé l'opérabilité des acteurs. Donc, généralement, les structures d'investissement sont dans des équipes qui sont de 3, 4, 5 personnes. Nous, on a une trentaine de personnes qui sont en amont, ce qui nous permet en fait de co-construire ces entreprises et après d'investir plus facilement. Et en plus de ça, dans ce processus de venture building opérationnel, de co-construction, on peut intégrer des paramètres de mesure d'impact pendant ce process, parce qu'en fait, on peut encore changer certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais conclure on est dans les temps, Samir, 26, on a 1 minute de retard. Oui. Je crois qu'on a été très fort. Je voudrais conclure je crois que c'est un modèle assez rare que celui que vous déployez, d'une telle implication pré-investissement. Je crois que pour la plupart des investisseurs qui investissent dans des stades plus ou moins early stage et dans des petites et moyennes entreprises, il est reconnu que le facteur fondamental du de-risking,
Ça va être d'avoir fait le bon diagnostic de l'état de l'entreprise et d'avoir créé la bonne relation de confiance avec l'entrepreneur et d'avoir su construire avec l'entrepreneur un chemin qui est vraiment réalisable par elle ou par lui. Et cette relation de confiance demande un investissement humain très important. On pense souvent aux investisseurs sur le côté financier, mais pour la taille d'entreprise dont nous parlons, c'est quand même une aventure très humaine, une relation de confiance qu'il faut bâtir, et il y a une tension entre le fait de vouloir construire cette relation approfondie et le temps que ça prend et la volonté d'aller vite qui était évoquée tout à l'heure. Et c'est le cœur de votre métier auprès d'un investisseur et de notre métier investisseur auprès de vous, de trouver le chemin pour le faire en profondeur et le faire bien. Et c'est à vous aussi de savoir, dès le début, demander à l'investisseur d'expliquer quel va être son chemin et quelles vont être ses attentes. Merci à tous pour votre écoute, pour votre participation, pour vos excellentes questions. Merci aux intervenants et merci encore aux organisateurs. Samir, nous concluons et te laissons la parole. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos panélistes.